Yves Saint Laurent Beauté présente Désir, un podcast qui fait résonner les voix des femmes qui expriment leur audace, transgressent les codes et assouvissent leurs désirs. Des femmes qui revendiquent une vision assumée de leur féminité. Parce que la beauté Yves Saint Laurent est une déclaration d'indépendance radicale, sans compromis. Écoutez leur voix. Le plaisir. Beaucoup de chaleur, beaucoup de... Justin Timberlake. Hyper excitée, j'adore les premiers rendez-vous. Je ne suis pas que ton objet de désir. Dans la nature, à la mer, en ville. Pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total. Tamisé, c'est bien. Le matin, en été, je trouve que c'est le top. Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce elle m'appartient plus. Je l'ai mûrie et je l'ai pensée et surtout je l'ai testée. On sent chez elle comme une rage d'exister, de prendre et le micro et le pouvoir, d'enflammer la scène, d'électriser le public. Aujourd'hui, les enfants du rock sont des filles et ça donne une sacrée pêche, à la fois aux femmes et au féminisme. Je pense à Olysses, à Camille ou à Christine and the Queens, aujourd'hui Chris. Ultra charismatiques, elles sont les héritières de Blondie, de Patti Smith ou de Tina Turner. Ces jeunes rockstars incarnent une féminité radicale, affranchie et libre d'être elle-même. De quelle façon cette nouvelle scène féminine bouscule-t-elle notre vision du genre, du corps et de la féminité ? Surtout, est-ce qu'elles ouvrent une nouvelle ère, celle des femmes alpha ? Je suis Dalila Kershouch, grand reporter à Madame Figaro, et vous écoutez un podcast nommé Désir. Dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Aujourd'hui, j'accueille une rockstar lumineuse et punchy, la chanteuse Olysses. Vous avez 35 ans et vous avez bluffé le public avec l'énergie explosive de votre tube Come Back to Me. Votre premier album, My Name Is, est sorti en 2013 et il est devenu disque d'or. Vous avez fait aussi une centaine de concerts en France et des festivals en Angleterre. Vous auriez pu vous installer dans le confort de ce succès, mais non. Vous avez pris de nouveaux risques. Vous avez largué les amarres et vous êtes parti à New York, en Californie et à La Havane à la recherche de nouvelles sources d'inspiration. Et vous nous revenez aujourd'hui avec un deuxième album très engagé, Rather Than Talking. Vous y parlez de voyage, de blessures et de femmes libres. Bonjour Olysses. Bonjour, quelle présentation extrêmement intimidante. Ah non, surtout pas. Non mais vous dites, vous avez pris des risques, mais vous êtes grand reporter, alors je me sens toute petite en face. C'est pas des risques, c'est pas des vrais risques tout ça. C'est en ce qui me concerne en tout cas. Vous êtes une grande chanteuse. J'en sais rien, en tout cas j'essaye d'amener ma pierre à l'édifice. Mais... Vous prenez des risques artistiques. Voilà, on va dire ça. J'ai toujours du mal. J'entendais Gérard Lanvin un jour qui disait mais moi je fais pas la guerre en Irak. Vous avez pris des risques d'actrice ou d'acteur. Et je trouvais que c'était assez juste. Effectivement, c'est se remettre en question, mais j'aurais du mal à dire se mettre en danger, en tout cas. Vous avez grandi dans le 18e à Paris. Olysses, dans une famille majoritairement composée d'artistes. Dans cette première vie, vous êtes Cécile Cassel. Votre père, Jean-Pierre Cassel, et votre demi-frère, Vincent Cassel, sont tous les deux comédiens. Mais ce n'est pas cela qui détermine votre vie. Vous dites dans une interview que vous êtes la petite dernière, entre guillemets. Comment vous avez fait pour donner de la voix, pour vous faire entendre ? C'est une vaste question parce que, donc, petite dernière, j'ai 2 grands frères. Je suis la dernière d'une fratrie. J'ai été élevée avec beaucoup de garçons à la maison. Et effectivement, j'ai eu tous les avantages que c'est d'être la petite dernière, d'être très choyée, d'être fille d'un deuxième mariage aussi. Donc c'est aussi souvent, quand on a un papa un peu plus âgé, il fait peut-être un peu plus attention, parce que d'un coup, les parents plus âgés, ils sont peut-être un peu moins sur eux. Donc j'ai eu vraiment un père très présent pour moi. J'ai été très choyée et en même temps, faire sa place en tant que petite dernière, avec beaucoup d'écart d'âge avec mes frères. Mais je pense que ça existe dans énormément de familles. Ça a été un vrai, je pense, dénominateur commun avec beaucoup de femmes que j'ai rencontrées, de faire sa place. Et ça a été peut-être quelque chose qui m'a suivie après, de faire sa place dans la société en tant que femme, de faire sa place en tant qu'artiste, dans un milieu artistique ou l'autre. Finalement, on raconte toujours des histoires, hein, quel que soit le milieu artistique dans lequel, le vecteur qu'on choisit. Vous dites dans une interview que petite fille, vous parliez très fort.
Oui, je parlais très fort, effectivement. On pensait que j'étais un peu sourde, et en fait, c'était totalement le contraire. Alors, tout ça s'explique. J'ai une très mauvaise vue. Depuis que je suis petite, je vois vraiment rien. D'ailleurs, mon prénom, Cécile, veut dire la cécité en latin. C'est prédestiné. J'ai beaucoup plus développé les autres sens, je pense, pour pallier au manque que j'avais de ma vue défectueuse. Et donc, je parlais très fort, mais juste parce que j'entendais beaucoup mieux que les autres. Donc, j'étais parasitée par beaucoup plus de sons, beaucoup plus de bruit. Et pour couvrir tout ça, alors ça, ce serait l'explication scientifique. L'explication peut-être plus psychanalytique, ce serait que je voulais qu'on m'entende. J'étais toute petite, j'étais une fille, j'étais la dernière, donc je parlais très fort pour faire du bruit et qu'on m'entende, évidemment. À 8 ans, vous rêvez de devenir la nouvelle Liza Minnelli. Qu'est-ce qui vous séduisait chez elle ? J'aurais du mal à réduire juste à Liza Minnelli, parce que c'était elle, mais c'était aussi... Rita Moreno dans West Side Story, c'était toutes ces femmes que je voyais dans les comédies musicales avec lesquelles j'ai grandi, qui étaient des femmes artistes complètes. Elles chantaient, elles dansaient, elles jouaient à la comédie. J'ai revu New York il y a pas longtemps, et c'est très intéressant la manière dont Martin Scorsese traite les femmes, en fait, souvent. Parfois, les plus beaux rôles dans ces films sont les femmes. Je repense à Sharon Stone dans Casino, où il y a vraiment des rôles magnifiques de femmes. Elles exprimaient toutes les facettes de leur personnalité. Oui, très avant-gardiste en fait, parce que la plupart des films que je regardais, c'était des films des années 50, 60, 70. Pour certaines, il n'y avait pas encore eu la révolution sexuelle ni rien, et elles étaient déjà très affranchies dans leurs films. Parmi les figures féminines qui vous ont inspiré aussi, il y a votre grand-mère. Quelle énergie est-ce qu'elle vous a transmise ? Ma grand-mère, ce qui est intéressant, c'est que c'était c'est toujours d'ailleurs, mais c'était une pianiste de jazz, ma grand-mère maternelle, qui est toujours vivante. C'est quoi son prénom ? Jacqueline. Et Jacqueline a mis sa vie et sa passion de côté pour élever ma mère. Et je pense que ce n'est aucun regret d'avoir élevé ma mère. En revanche, j'ai toujours senti chez elle une pointe de tristesse et de nostalgie de l'époque où elle jouait dans les bars à Saint-Germain, où elle était pianiste de jazz, c'était une femme qui adorait vivre la nuit, en tant qu'observatrice beaucoup, parce que derrière son piano, elle voyait tout. Et j'ai quelque part toujours senti ça chez elle, de cette petite pointe d'amertume, parce que ça ne se faisait pas de contredire son mari à son époque, parce que ça ne se faisait pas de faire un enfant hors mariage, parce que voilà, il y avait beaucoup de choses où je suis obligée, moi, de remettre dans le contexte de l'époque pour comprendre les choix qu'elle a fait. Effectivement, à cette époque-là, à son époque, il y avait aussi des femmes qui se rebellaient déjà contre tout ça, mais ça demandait, je pense, beaucoup, beaucoup plus de courage qu'aujourd'hui. Et peut-être que de par son éducation ou autre, ma grand-mère a jamais osé, alors qu'aujourd'hui, elle est encore très très jeune dans sa tête, et puis surtout, c'est une femme qui est la première à m'avoir mise derrière un piano, donc c'est pas anodin, c'est la première qui m'a fait chanter. Effectivement, je me suis rendu compte vraiment des années plus tard de l'influence qu'elle a sur moi. Et votre mère, quel type de féminité et d'influence a-t-elle eu sur vous ? Ma mère, je pense que par réaction au fait que sa propre mère ait mis de côté sa vie professionnelle au profit de sa vie familiale, ma mère a énormément travaillé. On me posait souvent la question de mon père, est-ce que j'arrivais à le voir parce qu'il était comédien et que passait sa vie ou au théâtre ou en tournage. Et finalement, c'est ma mère que je voyais le moins. J'ai vraiment été élevée par un papa poule. Ma mère, elle travaillait beaucoup et je pense que ça a été aussi beaucoup une réaction par rapport à la vie de sa propre mère. Équitation, danse, vous êtes une petite fille ultra sportive. En quoi est-ce que ça a forgé votre tempérament ? Est-ce que c'est ça qui a forgé mon tempérament, ou c'est parce que j'avais ce tempérament-là que j'ai eu besoin de faire autant de sport ? Je pense la danse, c'est parce que c'était un rêve d'enfant, d'être petit rat, et je pense que c'est le seul endroit où j'acceptais l'autorité. Et l'équitation. Vous étiez plutôt rebelle ? Pas rebelle, mais je faisais beaucoup de bruit, quoi. J'avais besoin qu'on me regarde, qu'on me voit, qu'on m'entende. Et plus tard, adolescente, oui, j'étais rebelle, c'est un grand mot. Indocile. Oui, voilà, je dirais ça. Parfois, peut-être même un peu insolente. J'avais besoin de tester les gens énormément. C'est une manière d'exister aussi, hein. Donc, je sais pas, j'ai toujours été un peu hyperactive et toujours en mouvement, toujours eu besoin de m'exprimer par le corps, en fait, beaucoup. Et dans l'équitation, il y a ça aussi. J'ai fait beaucoup de voltige, ce qui se rapproche finalement beaucoup de la danse, mais où on est obligé d'être dans l'écoute énorme parce qu'on n'est pas tout seul. Donc l'écoute d'un animal, s'occuper d'un animal,
Je pense que ça répondait à beaucoup de besoins que j'avais, en fait, aussi. Est-ce qu'on fait assez bouger les petites filles aujourd'hui, d'après vous ? Oh, mais même les enfants d'ordre général, je trouve qu'il faut très vite les mettre dans leur corps. Je me souviens que j'avais été très très marquée quand je suis rentrée pour la première fois en cours de théâtre, parce que moi j'avais fait vraiment des années de danse, pas seulement classique, mais donc j'étais dans mon corps et je savais me mouvoir dans l'espace. Il fallait maintenant que j'apprenne à savoir jouer, mais ça c'était vraiment pas un problème, et ça me paraissait être quelque chose qui était inné chez tout le monde. Et je me suis rendu compte comme les gens n'étaient pas dans leur corps, quand on leur demandait de se déplacer sur un plateau, certains d'entre eux étaient complètement terrorisés, étaient un peu maladroits, étaient gauches. Donc ça veut dire qu'à un moment, dans leur enfance, on les a pas assez stimulés. Et il faut qu'on stimule énormément les enfants, les petites filles, les garçons, pour qu'ils se réapproprient leur corps et qu'ils se rendent compte que c'est un allié et avec lequel ils vont pouvoir faire plein de choses. À l'adolescence, vous pratiquez la danse à haute dose et vous hésitez entre intégrer l'Opéra de Paris ou la troupe de Michael Jackson. Ah ouais, j'ai pas hésité longtemps, parce que le choix s'est fait tout seul. Ça a été ni l'un ni l'autre. Mais je pense que j'étais pas faite pour l'opéra, de toute façon. Donc très vite, ça s'est imposé à moi que j'allais pas pouvoir rentrer dans cette école, que c'était bien trop académique. Mais moi, je n'ai aucun regret de ne pas avoir dédié ma vie à la danse classique, c'est sûr. Mais effectivement, oui, à l'adolescence, c'est au moment où j'étais vraiment en échec scolaire, le seul endroit dans lequel j'étais extrêmement assidue, je loupais pas un cours, j'y allais 20 heures par semaine, c'était mes cours de danse. Et là-bas, j'étais docile comme un agneau, je voulais apprendre, j'avais soif d'apprendre. Et je pense que j'ai exprimé beaucoup de colère que je devais avoir en moi grâce à la danse. Et votre corps qui se transforme à l'adolescence pendant cette période-là, comment vous le vivez ? Alors moi, je me suis vraiment réveillée un matin avec des seins. C'est-à-dire que mon corps est resté un corps extrêmement petite fille jusqu'à 14 ans, je dirais. Et puis vers 14 ans et demi, un matin, je me suis levée, j'avais des seins, et puis des gros seins en plus à l'époque. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai aucun souvenir de les voir pousser. J'ai vraiment l'impression de m'être levée un matin avec des seins, avec des fesses, avec peut-être tout ce que j'avais essayé d'entraver quand je voulais faire de la danse classique aussi, il y a peut-être ça. Hein. Et j'ai eu une tête d'enfant jusqu'à 22 ans. Quand je revois des photos maintenant, je vois comme c'était troublant. À 16 ans, j'avais un corps vraiment de femme. Et une tête de gamine de 13 ans et demi. Je voulais toujours être avec des adultes, mais j'avais une tête d'enfant avec un corps de femme. Il y a eu sûrement un moment de maladresse de ma part, de rapport à l'autre très étrange. Mais oui, mon corps qui se transforme, j'en ai pas un souvenir ou traumatisant ou autre, juste... je pense que j'avais très envie d'avoir des seins. J'étais un peu garçon manqué et que d'un coup ça allait un peu asseoir quelque chose de en fait je suis une fille et je suis pas ton pote et tu me tapes pas dans le dos. J'aime pas cette expression garçon manqué d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai utilisée mais fille réussie. Oui, c'est ça. Non, mais j'étais un peu bagarreuse, j'avais les cheveux courts à cette époque-là, j'avais un peu tous les codes qu'on voudrait accorder aux garçons. Et oui, vous dites que dans une interview vous êtes coupé les cheveux un jour. Oui, alors ça, j'étais vraiment petite. J'ai vu un documentaire sur des coiffeurs et j'ai voulu le tester moi-même. Et donc, petite, j'ai eu les cheveux très courts. Et tout le monde me prenait pour un garçon, ce qui était la punition ultime parce que j'étais vraiment une fille. Et plus tard, à l'âge de 15 ans, j'ai eu les cheveux très courts aussi. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, à cette époque-là, l'héroïne des adolescentes, c'était Emma Decaune. Et Emma Decaune, elle avait cette coupe de cheveux de petit piou-piou. Elle était merveilleuse et on a été beaucoup à le faire et à qui ça n'allait pas du tout. Donc moi, je ressemblais à rien du tout à cette époque-là. J'avais encore des joues très rondes. Ouais, je ressemblais vraiment à un ourson, quoi. Vraiment, c'était un échec total. Et avec cette féminité naissante, comment ça se passait avec les garçons, vos premières amours, est-ce que ça vous a marqué ? Bien sûr. Ah ouais. Moi, j'étais une amoureuse. Alors, je tombais toujours amoureuse du garçon qui veut pas de moi. J'ai vraiment fait tous les clichés de l'adolescente. J'écrivais des lettres enflammées. J'écrivais déjà beaucoup de choses. J'étais très mélancolique. Je regardais énormément la pluie tomber en écoutant Janis Joplin. Enfin, je me mettais beaucoup en scène dans mon mélodrame. Vraiment. La préadolescence, le début du collège et tout ça, c'était le collège des cœurs brisés, quoi. Vraiment. Et j'étais un peu cœur d'artichaut aussi. J'étais un peu amoureuse tous les 2 mois d'un nouveau garçon. Souvent, il était une classe au-dessus, donc il était très vieux. C'est drôle, j'ai une certaine tendresse par rapport à cette époque-là, parce que finalement,
on rigole toujours un peu des cœurs brisés des adolescents, mais au moment où on les vit, c'est un drame dont on se remettra jamais. Vraiment. C'est d'une grande intensité. Ah là là, oui, je pense qu'on a les hormones en feu, quoi. Donc on peut pas gérer totalement. Et un jour, après une peine de cœur, votre père vous a dit, vous êtes fondé en larmes, et votre père vous dit, mais ma fille, quelle chance tu as. Oui, ça c'est arrivé plus tard. Ouais. J'étais déjà un petit peu plus âgée et je suis rentrée. J'étais vraiment désespérée, déçue. J'étais humiliée. J'étais vraiment triste, quoi. C'est une histoire qui a marqué ma vie après. J'étais un peu au pays des bisounours et puis d'un coup, je découvrais que les gens pouvaient vous trahir dans votre confiance, dans votre intégrité, en fait. Et donc, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et mon père m'a dit, mais quelle chance tu as de vivre ça. Et en fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est qu'il voulait dire que je m'étais tellement ouverte et j'avais tellement embrassé cet amour de tout mon corps et de tout mon cœur qu'il n'y a que quand on n'a pas peur du précipice qu'on peut tomber de haut aussi. Mais ça vaut le coup. Il faut continuer à vivre intensément. Après, je me suis un peu plus barricadée, puis voilà. Mais plein de fois après dans ma vie, quand j'ai été déçue ou triste de gens ou quand je me suis trompée, j'ai repensé à ça en me disant en même temps, j'ai vécu, quoi. Ulysses, le cinéma vous tente quelques années, mais la musique vous rattrape. C'est quoi votre culture musicale ? Je pense que, à mon époque, on était vachement prédéfinis par ce que nos parents ou notre famille écoutaient à la maison. Les disques qu'il y avait à la maison, maintenant on a un accès illimité, même dans un téléphone, à tout ce qui a pu se faire de tous les temps dans la musique. Mais j'ai commencé par les disques qu'il y avait chez moi. Donc c'était beaucoup de jazz, de soul. Ça allait de Cole Porter à Stevie Wonder, en passant par Ray Charles, par Fred Astaire. C'était beaucoup de musique noire américaine. Et Blondie, et Tina Turner. Blondie, pas du tout. C'est drôle, parce qu'on m'a beaucoup comparé à elle, et je suis très touchée. J'aime énormément Debbie Harry, mais c'était pas du tout ma génération. Moi, j'étais déjà... J'étais la génération de Madonna, en fait. Les disques que je me suis appropriés, moi, les tout premiers, c'est Janis Joplin, c'est Tina Turner, c'est... plus tard, Lauryn Hill, Vanessa Paradis, et Madonna, évidemment, et Michael Jackson. Ça, c'est vraiment... moi, je suis une fille des années 80, j'ai grandi avec ces stars-là de la pop. Mais... Et à quel moment vous osez prendre le micro, chanter sur scène, et imaginer que ça peut devenir votre vie ? Je pense que très jeune, petite en tout cas, je m'imaginais faire des concerts et petite, j'avais un public énorme dans ma chambre et voilà. En revanche, je pense que je me suis jamais dit je vais être chanteuse, ça va être mon métier. Mais j'avais envie de raconter des histoires, donc très petite, j'écrivais déjà beaucoup des choses qui ressemblaient vaguement à des chansons, mais ouais, j'écrivais des choses sans m'imaginer que ce seraient mes chansons. Peut-être que je me l'accordais pas encore. C'est vraiment une rencontre qui a fait que j'ai pris confiance parce que j'ai toujours chanté. J'ai fait les chœurs de mon frère Mathias, qui a un groupe qui s'appelle Assassin. J'ai fait des chœurs pour d'autres amis. J'ai passé beaucoup de temps derrière un micro. J'ai fait de l'habillage pour des radios. J'ai fait des pubs de radio. J'ai beaucoup travaillé ma voix sous plein d'angles. Donc j'ai vraiment eu l'habitude d'être dans des studios avec un casque et un micro. C'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé pendant longtemps. J'ai fait des livres lus. Enfin, j'ai travaillé ma voix sous tous les angles possibles. Et c'est vraiment la rencontre avec Yodelis qui a déclenché les choses. Parce que beaucoup de gens autour de moi savaient que je chantais, beaucoup de gens savaient que j'écrivais des chansons. Et lui, il est arrivé de manière très neutre parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. Il m'a juste entendu chanter un jour dans une fête. Et il m'a poussé et puis il m'a dit viens faire des maquettes chez moi. Si t'as pas de studio, moi j'ai un studio, viens. Il m'a ouvert la porte. On a fait des maquettes des chansons que j'avais. Et puis ensuite, il m'a mis un ultimatum en me disant, dans 1 mois, je fais La Cigale et le Bataclan, tu fais les premières parties. Et je lui ai dit, mais j'ai pas de musicien, j'ai jamais fait ça comme ça. Tu te démerdes, t'as 1 mois. Et puis voilà, c'est parti comme ça, en fait. Waouh. Et pourquoi ce nom, Ulysses ? Je pense qu'il y avait, maintenant, a posteriori, je peux dire qu'il y avait une envie de se réinventer. Et j'avais très envie de remettre la musique, en tout cas la proposition, au centre de la discussion. Comme je viens justement d'une famille où le nom est quelque chose d'évocateur très vite. Quand je me présente, je m'en rends compte, que ce soit moi maintenant, mais à l'époque, ma famille. J'avais vraiment envie de pouvoir apprendre mon métier comme n'importe quel groupe ou chanteur qui arrive et
qui met des titres sur Internet. Et si les titres plaisent, les gens fouillaient plus loin. Et j'avais même fait une fausse biographie. Et comment vous avez eu l'idée de ce nom ? Alors, Sizzle, ça vient de sizzle, qui veut dire crépitement, gazouillis en anglais, et qui était mon nom de choriste quand je chantais pour mon frère et pour mes amis. Et c'est resté mon petit surnom. J'ai beaucoup d'amis qui m'appellent Sizzle ou Sizz. Donc j'avais envie de quelque chose de très personnel. Et le Holly, il est venu après un été entier à gratter des cahiers, à essayer de trouver un nom qui me parle. Et d'un coup, Holly, ça résumait pas mal de choses qui étaient importantes. Le projet était déjà rouge et en anglais, c'est le Who, H-O-U-X, qui est cette plante avec ses petits grains rouges et ses feuilles qui piquent. Donc j'aimais bien l'idée. C'est aussi un personnage de Badlands de Terrence Malick, personnage féminin, qui est à la croisée des chemins d'une vie toute tracée, et puis elle va rencontrer le bad guy et tout va changer. Et j'aimais bien cette idée aussi. Voilà. Il y a plein de raisons en fait. Dans le clip de votre tube, Come Back to Me, vous dansez comme si vous vouliez arracher de votre corps des cordes invisibles. Qu'est-ce qui a entravé votre désir ? De quoi est-ce que vous vouliez vous libérer ? Je pense que j'avais envie de me libérer de l'approbation des autres. J'ai fait toutes ces choses-là par moi-même. Je me suis entourée de l'équipe. C'était produit par ma meilleure amie. C'était mon meilleur pote d'enfance qui co-réalisait avec moi. L'équipe technique, c'était que des gens avec qui j'avais travaillé auparavant. Le pote chef machino, chef électro, chef op, que j'ai appelé en disant « je fais de la musique, je vais faire un clip, on a 0 balles, viens ». La plupart des figurants, c'est des potes à moi. Donc vous travaillez de manière très artisanale. Oui, voilà. Et puis, mais parce que je savais tellement ce que je voulais que j'avais envie de m'entourer de ma famille au sens large. Et c'était, me libérer, de me dire, là, je fais un truc dont je suis tellement fière et je suis tellement sûre que, même si les gens l'aiment pas, j'ai rien à regretter parce que moi, je fais vraiment quelque chose que j'assume à 200%. Et à 25 ans, Holly Sizz, vous vous transformez physiquement aussi. Vous devenez blonde platine et vous portez un make-up rouge qui est devenu votre signature, votre identité. Comment est-ce que vous avez créé ce personnage de Holly Sizz ? La blondeur, en fait, c'était un vieux fantasme que j'avais avec mon coiffeur. Et à chaque film que je faisais, on me faisait encore plus brune. Et puis ensuite, on me faisait rousse. Et puis ensuite, on coupait les cheveux. Mais le blond platine, on avait beau essayer de le vendre, on n'y arrivait jamais. Et c'était un peu mon fantasme. Donc, un jour, je me souviens l'avoir appelé et lui dire, ça y est, je sais pourquoi je vais être blonde platine pour Holly Sizz, pour mon projet, je vais être blonde. Et puis comme ça, en plus, ce sera comme une renaissance. Et je venais de tourner un truc pour lequel j'avais les cheveux très longs et j'étais rousse. Et je me souviens que, quand on a terminé, je suis arrivée chez lui, il m'a coupé les cheveux, il m'a teinte en blonde. Et d'un coup, dans ma tête, ça y est, ça commençait à prendre forme. C'était, OK, je vais m'approprier mon destin, en fait, d'une certaine manière. Je vais me créer une autre identité qui, finalement, est beaucoup plus proche de ce que j'avais l'impression d'être. Je me sentais beaucoup plus moi en étant blonde, en chantant en anglais, en m'appelant Holly Sizz, que en faisant certains rôles un peu bourgeois dans lesquels on m'avait cantonnée, brune et un peu sage. Vous avez une révélation, Holly Sizz, en montant sur scène. Racontez-nous. Je me suis sentie à ma place. D'un coup, je me suis rendu compte que c'était un espace dans lequel je pouvais totalement m'exprimer. Moi, j'aime énormément l'échange avec les gens. Et sur scène, c'est fantastique parce que c'est un échange direct. Un bon concert, c'est quand le dialogue se fait. S'il y a un 4e mur, c'est pas très intéressant. On reste chez soi, on regarde son portable. Donc, ça a été une vraie révélation. Je pense une explosion de mon corps aussi, vraiment. D'un coup, j'ai osé m'exprimer par le corps comme je le faisais pas peut-être dans un cadre au cinéma où justement il y a un cadre. Là, effectivement, on est aussi dans un cadre qui est le cadre de la scène, mais moi je descends dans le public tous les soirs. J'aime cet échange énergétique qui est très très fort. Vous aussi, vous donnez tout ? Ça me coûte beaucoup physiquement. Maintenant, je m'en rends compte parce que je vieillis un peu aussi. Et ça me coûte physiquement énormément, mais je trouve que la moindre des choses quand les gens ont payé leur place, c'est de leur donner tout ce que vous avez ce jour-là, quoi. Qu'ils aient l'impression, comme vous, que ce sera le dernier. Et parce qu'on n'en sait rien en plus, ça se trouve ce sera le dernier, on ne sait pas jusqu'à quand on est là. Donc chanter comme si c'était le dernier concert. Oui, voilà. Je trouve que c'est la moindre des choses.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a vous, Olysses, il y a aussi Camille, Christine and the Queens. La jeune scène française dégage aujourd'hui une énergie juste démente et très nouvelle. Elle vient d'où, d'après vous, cette énergie colossale? Est-ce qu'il y a un effet générationnel, une sorte de néo-féminisme? Pendant très longtemps, et je pense que ça a été le cas chez les actrices aussi, toute la nouvelle vague a fait arriver beaucoup de femmes qui étaient des muses, donc qui étaient à travers le regard d'un homme, ce qui est très différent. Dans la musique aussi. Après, avant nous, en France, il y avait France Gall, par exemple, qui avait ce côté très physique, très, très animal. Elle a fait exploser son brushing et tout ça à un moment, quoi. Vraiment, dans les années 80, moi, j'ai le souvenir d'elle à la télé avec ses épaules en avant, avec ce truc très volontaire. Oui, résiste. Très volontaire. Donc on n'est pas les premières. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les femmes sont beaucoup plus dans leur corps aujourd'hui. Et en même temps, je m'inquiète énormément du rapport qu'on a à notre corps et à notre image, qui est de plus en plus présent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus on ouvre les vannes, comment ils appellent ça, positive body, et plus de l'autre côté, quand je regarde Instagram et tout ça, j'aurais détesté être adolescente aujourd'hui, quoi. Les codes qu'on dicte à ces gamines, de toutes ces influenceuses, ces Instagrammeuses qui ont un corps qui est codifié, qui ont des millions de followers, qui n'existent qu'à travers ça. Ça me fait un peu peur aussi. Je suis ravie de voir, même d'être dans la même phrase que Camille ou Christine, parce que l'une comme l'autre sont dans une animalité aussi. Camille, ça a commencé par le fait que son corps est son premier instrument de musique. Quand on réécoute son premier album, elle utilise tout. Elle se frappe, elle gargarise, elle tape avec ses pieds. Elle a vraiment utilisé tout son corps comme un instrument. Moi, j'utilise mon corps. Je pense que Christine et moi, on se retrouve là-dessus comme des sportifs de haut niveau ou comme des marathoniennes ou autres. Même si elle questionne encore plus ce que c'est que le corps, la question du genre. Oui, et maintenant elle s'appelle Chris. Oui, et en même temps, je trouve qu'elle a jamais été aussi féminine qu'en ce moment. Elle montre ses seins, elle montre son ventre, elle montre... il y a quelque chose de très intéressant dans cette transformation-là. Mais oui, je me reconnais à travers Mylan, à travers Hall, à travers toutes ces filles de ma génération. On a grandi aussi avec des artistes performeurs. Ça, c'était un peu nouveau aussi, hein. Des femmes performeuses, il n'y en avait pas 50. Donc, dans les années 80, je pense que Madonna, elle a fait beaucoup de bien, tout ça, en fait, hein. Elle a été une des premières à briser ces codes-là, à utiliser son corps énormément. Elle était ultra transgressive. Oui, et en même temps tellement juste avec son époque. C'est ça, surtout, qui est impressionnant. Vous avez participé à la Women's March en janvier dernier. Vous avez entendu Nathalie Portman appeler les femmes à faire leur révolution du désir? Oui, bien sûr, je l'ai entendu. C'est très intéressant ce qu'elle a raconté. Toute la partie où elle a parlé du fait qu'elle a été extrêmement sexualisée très jeune. On a 1 an ou 2 ans d'écart, hein, donc on est vraiment de la même génération avec Nathalie Portman. Et moi, j'ai grandi avec Léon, avec cette gamine que je rêvais d'être, sans avoir aucune conscience du double face qu'il pouvait y avoir à travers cette jeune fille vraiment très jeune, mais en même temps très femme, à qui on donnait ce rôle-là très vite, qui a été une des plus grandes stars d'Hollywood à 13 ans. L'hypersexualisation des jeunes filles. Ça me questionne beaucoup aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le cas. On voit que les jeunes filles sont des jeunes femmes à 14 ans, mais restent des enfants de 14 ans. Mais voilà, c'est ce dont je parlais quand je vous parlais de mon adolescence tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même un moment de bascule dans lequel on n'est pas encore totalement consciente, même si je pense que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sont beaucoup plus éveillées que moi je ne l'étais. Il faut protéger nos filles, éduquer nos garçons. Moi, j'ai grandi dans une fratrie dans laquelle on s'occupe très bien des femmes, on en prend soin. Et j'ai surtout jamais senti de différence de traitement parce que l'un était un garçon ou l'autre était une fille. Olysses, dans votre carrière d'actrice, de chanteuse, de musicienne et de compositrice, vous avez senti du sexisme? Oui, mais au quotidien, partout, hein. Vraiment. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Dernièrement, ce qui m'a marqué, alors je vais pas citer l'artiste dont je parle parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et que j'ai pas du tout envie qu'on lui tape dessus, mais c'est un artiste masculin. Je me suis rendu compte qu'en préparant son 2e album, il faisait intervenir énormément de co-compositeurs, d'arrangeurs, parfois pour les mélodies de voix, parfois pour ses textes et tout ça. Donc sur son premier album, comme sur celui-ci, il y a énormément de collaborateurs.
Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, je n'étais pas au courant de ça. Et je me suis dit, pourtant, il a été extrêmement médiatisé, il a fait un album qui a fait beaucoup de bruit. Et pourquoi j'avais l'impression qu'il était auteur-compositeur? Et donc, je suis allée fouiller. Et je me suis rendu compte que jamais on ne laissait entendre qu'il avait des collaborateurs, alors que si on regarde les crédits de son album, mais comme plein d'autres, il y a plein de gens qui ont participé, des gens de renom. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant la différence de traitement, parce que au final, moi j'ai écrit beaucoup plus, et je suis auteur, compositeur et productrice, et on m'a toujours ramené aux gens qui ont collaboré avec moi, et particulièrement aux hommes. Dans mon dernier album, il y a beaucoup d'hommes qui ont participé, effectivement, mais il y a 2 femmes dont on ne m'a jamais parlé. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce besoin qu'on a de nous coller un Pygmalion, ou s'il y a un homme, un seul, dans l'environnement, ça doit être grâce à lui. Donc ça, c'est une forme de sexisme latent, la manière dont on traite médiatiquement un artiste masculin et féminin. Et ça m'interroge aussi beaucoup, justement, cette question du genre, quand on parlait de Christine. Est-ce que sa réponse, ça a été justement d'utiliser des codes masculins et qu'elle fasse tout, absolument, auteur, compositeur, interprète, arrangeuse? Est-ce qu'il faut ça pour être respectée en tant qu'artiste féminine? Ça m'interroge beaucoup. Évidemment, ça se traduit par plein d'autres choses. Ça m'est arrivé d'être sur des tournages sur lesquels j'étais effectivement beaucoup moins bien payée que l'acteur avec qui je tournais. Mais je pense que ça va commencer par ça, en fait, par l'éducation, et ensuite par juste commencer à payer les gens à égalité pour un travail égal. Ça me paraît tellement la base. Oui, c'est tellement évident. Ça paraît le b.a.-ba. C'est fou qu'on soit encore à se poser cette question, quoi. 2018, c'est aussi l'ère de la femme alpha, de la femme puissante, de la femme de pouvoir, et la femme qui est libre d'être elle-même. J'aime bien l'idée de libre d'être elle-même, mais de pouvoir ou puissante, je sais pas où se pose le pouvoir. J'ai l'impression qu'on reprend des codes masculins, justement. J'avais une discussion avec un garçon, et à qui je posais la question de ce que représentait la réussite pour lui. Parce que je m'interrogeais là-dessus aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que représente la réussite? C'est plus la réussite des années 80, des Golden Boy qui ont une grosse voiture, une grosse montre de marque et une belle mannequin à côté d'eux. La réussite, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle se place ailleurs. Et donc, la femme puissante, j'ai l'impression que sa puissance, elle part de complètement ailleurs. Effectivement, ça pourrait vouloir dire être libre de ses choix, être libre d'être celle qu'elle a envie d'être. Il y a encore beaucoup de travail. Alors là, pendant qu'on se parle, par exemple, je vais donner une petite anecdote. J'ai un pantalon argenté, mais vraiment très argenté, on dirait une boule à facettes quand même. Et aujourd'hui, j'ai donc pris 4 ou 5 fois le métro avec ce pantalon argenté. En général, je passe un peu inaperçue, je suis en jean, on voit rien, mais ce pantalon est assez fort. Et le nombre de regards que j'ai eus, plutôt pas totalement bienveillants, je sentais que d'un coup, le fait de mettre quelque chose de fort, de l'affirmer, ça posait beaucoup plus de problèmes que ce que je pensais. Et j'ai été très surprise. Et je me suis posé la question justement de ces femmes qui d'un coup arrivent avec une coiffure afro hyper assumée. Combien de regards elles ont dans la rue? De leur propre identité, là. Moi, je parle d'un pauvre pantalon. Mais ça m'a beaucoup interrogée sur voilà, toutes les femmes qui acceptent d'être fortes dans leur choix et d'être elles-mêmes. Ce qui peut être aussi une femme très ronde et qui d'un coup va mettre une robe très moulante parce qu'elle assume totalement ce qu'elle est. Combien de regards elle a dans la rue? Combien de fois sur ce tout petit pantalon-là, je me suis rendu compte de ça d'un coup. Et pourtant, on est en pleine Fashion Week. Mais dans le métro, de tout âge, des hommes, des femmes, je voyais que ça laissait pas indifférent et que y avait tout de suite comme une forme de rejet par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai croisé 3 Américains et eux m'ont fait un compliment sur ce pantalon. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant aussi que les seuls qui d'un coup remarquent ça et me font un compliment ou autre, ou ont quelque chose à dire, sont étrangers. Est-ce que la vraie puissance des femmes, elle n'est pas dans leur corps aujourd'hui, dans la conscience de leur corps, Ulysses? Bien sûr, mais en même temps, les femmes, elles donnent la vie. Donc elles sont de toute façon, depuis toujours, elles ont plié le game. Voilà. Donc on peut leur donner toutes les puissances possibles et imaginables. Nous donnons la vie. Messieurs, vous ne pouvez
rien faire contre ça. Merci beaucoup, Ulysses. Merci. Et merci de nous avoir écoutés. Je vous invite à découvrir le dernier album de Ulysses, Rather Than Talking. Ulysses, vous serez aussi en tournée cet automne dans toute la France. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Je suis Dalila Kershouch et vous venez d'écouter Désir by Madame Figaro. Suivez-nous et abonnez-vous à l'émission sur toutes les applications de podcast, iTunes, Deezer, SoundCloud, YouTube et Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, @MadameFigaro et sur Instagram, @MadameFigaroFR. Ce podcast Madame Figaro est réalisé avec Louis Média. À bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, écoutez vos désirs. Ce podcast nommé Désir vous a été présenté par Yves Saint Laurent Beauté, qui parle aux femmes. Ces femmes qui revendiquent tous leurs désirs. Celui d'être belle, celui d'être forte, d'être différente, extrême, subversive.